Bienvenue dans le massacre de Piketon. En avril 2016, après le meurtre de 8 personnes de la même famille, la presse a envahi la petite ville de Piketon, dans l'Ohio. Mais après l'arrestation de 6 membres de la famille Wagner, soupçonnés d'avoir commis ce massacre, tous les regards se tournent maintenant vers ceux qui ont mené l'enquête. Tout le monde est d'accord, parmi les gens à qui j'ai pu parler, pour dire qu'il y a un gros problème d'incompétence dans la police par ici. Personne surveille ceux qui sont censés surveiller tout le monde dans ces petites communautés. Et souvent, ça donne des histoires de corruption. Et petit à petit, les secrets de cette petite ville en apparence paisible se retrouvent révélés au grand jour. Vous écoutez Le Massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Épisode 5, à portée de main. Dans les jours qui ont suivi les meurtres, le monde entier a commencé à s'intéresser au massacre des Rodden. L'histoire était fascinante. Une série d'assassinats, plusieurs mobiles possibles, le tout dans une seule petite ville du fin fond de l'Ohio. Je suis Courtney Armstrong, et avec mes collègues Stephanie Leidecker et Jeff Shane, on suit cette affaire depuis un long moment. Et en menant notre enquête, on s'est rendu compte que la ville de Piketon cachait bien des secrets. Jeff Winkler est journaliste. Il a suivi l'affaire pour le compte du site d'actualité The Outline. Il me raconte ce qu'il a pensé des premiers articles et des premiers reportages sur cette affaire. Tous les médias n'ont parlé que de ça pendant 2 semaines. Les gens venaient de partout pour faire des reportages. Le monde entier était au courant. Il y a eu un massacre comme celui-là dans les Appalaches, mais personne n'en a parlé. En fait, j'ai grandi dans les monts Ozarks, dans l'Arkansas, donc ces gens-là, c'est comme si je les connaissais. Quand je vais à New York ou en Californie, c'est là que j'ai l'impression d'être à Disneyland. C'est des endroits qui me paraissent bizarres. Alors que ce coin-là, ces gens-là, t'as rien de bizarre pour moi. Mais les premiers journalistes qui sont arrivés pour couvrir l'affaire, ça a dû les secouer. Ils étaient tous là à se dire, mais c'est quoi ces ploucs, avec leurs clopes et leurs treillis, à les regarder avec des grands yeux. C'était des interviews de bouseux, c'est comme ça qu'ils les voyaient. Moi, c'est juste pas comme ça que je fonctionne. Et je crois que ce qui m'a frappé le plus, c'est surtout que tout le monde était d'une humanité incroyable. Une habitante de Piketon, Angie Montgomery, a expliqué ce qu'elle pensait de la couverture médiatique de l'affaire au micro de Jeff Shane. Vous pensez quoi de la façon dont Piketon et le comté de Pike en général ont été représentés dans les médias? Ils n'ont pas été très tendres avec nous. J'ai vu plein de reportages où ils disaient qu'on était des incultes, des cutéreux, juste des débiles, quoi. Ils nous prennent pour des débiles. Ils pensent qu'on est tous consanguins. J'ai vu des reportages où ils disaient ça. Je trouve ça triste. C'est facile pour certains de regarder Piketon et d'y voir le stéréotype d'un bled paumé de la campagne. Mais on a vu une réalité bien différente quand on est allé nous-mêmes dans la région. C'est à 1h30 de route des 2 grandes villes de l'Ohio, Columbus au nord et Cincinnati à l'est. Il faut compter une 30aine de minutes pour atteindre le fleuve qui marque en gros la frontière entre le sud de l'Ohio et le Kentucky. Il y a un supermarché, il y a un restaurant. À l'époque, il y avait un grand bar de routiers, mais il a fermé depuis, je crois. Et pour ses 2200 habitants, Piketon, c'est chez eux. Barbara a grandi là, et elle a un peu discuté de tout ça avec Jeff quand on était sur place. Piketon, les gens disent que c'est un village. C'est une toute petite ville, avec juste un supermarché, une pizzeria et des stations-service. Et puis un garagiste. Les gens se croisent à la pompe à essence, ils discutent. Tout le monde connaît tout le monde. Dès qu'on croise quelqu'un, on s'arrête pour discuter. Tu vas être chez le garagiste et pendant qu'il fait ta vidange, tu vas discuter le coup avec ton voisin ou avec quelqu'un qui passe par là. Et sans doute que tu le connais. Tu vas n'importe où, tu connais quelqu'un. Ou bien tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. N'importe où en ville où tu vas. J'imagine qu'il y a des moments où c'est bien, mais ça doit rendre fou parfois, non? Des fois, ouais.
Les gens vont savoir si j'ai passé la journée dans ma piscine ou si un jour, j'y vais pas. Si je passe une journée sans me poser dans ma piscine, la prochaine fois que je croise quelqu'un, il va me dire « Bah, alors, t'étais pas dans ta piscine l'autre jour ?» C'est du délire. La plupart des gens à qui on a parlé avaient le même ressenti sur la vie à Piketon. L'Amérique profonde, tout le monde se connaît, on ferme même pas sa porte à clé. Mais quand on s'est mis à creuser, on a vite compris que Piketon cachait bien des secrets qui n'ont pas commencé avec la famille Rodden. C'est comme s'il y avait deux villes de Piketon. D'un côté, on a l'école bleue, les ouvriers qui bossent dur pour élever leurs enfants comme il faut. Et pourtant, même comme ça, il s'est passé un truc terrible dans cette ville. Je pense que c'est comme ça dans toutes les villes. Tu peux aller n'importe où, c'est toujours pareil. Va toujours y avoir un côté sombre. Et c'est comme ça à Piketon aussi. Jeff s'est entretenu avec Stéphane Likens, une ancienne habitante de Piketon qui a déménagé récemment. Pour ce qui est de la vie dans cette communauté, elle est d'accord avec Barbara. Je voulais vous demander, vous habitez en Floride maintenant, vous êtes parti loin de Piketon, loin de tout ça. Pourtant, ça fait toujours partie de vous, non? La dernière fois que j'y suis retournée, c'était en juillet, il y a 2 ans, il me semble. Et je pense bien que je ne veux plus jamais retourner vivre là-bas. Vous savez, si on regarde un peu l'histoire de Piketon, il y a pas mal de choses qui se sont passées, où il n'y a pas d'explication, qu'on a mis sous le tapis. Enfin, je sais pas, je veux juste dire que ce qui est arrivé à ces 8-là, c'est pas la seule histoire sordide qui s'est passée dans le coin. Le témoignage de Stéphane nous a pris un peu par surprise. Mais quand on est allé interroger le journaliste d'investigation Jody Barr, il nous a confirmé qu'elle disait bien la vérité. Il nous a raconté que, pendant qu'il enquêtait sur l'affaire Rodden, il avait entendu d'autres histoires tout aussi inquiétantes. C'était dans tous les journaux dès le lendemain des meurtres. Et pendant encore quelques jours ensuite. Mais comme tout le temps avec la presse, les journaux nationaux sont vite passés à une autre histoire. Et on en est resté là. On n'arrêtait pas de recevoir des mails et des coups de fil de gens qui nous posaient des questions. Est-ce que vous avez du nouveau? Eh ben nous, on n'avait pas de nouveau. Donc mon boss est venu me voir et il m'a dit tu veux pas retourner là-bas et creuser un peu, voir si tu peux apprendre quelque chose? J'ai passé pas mal de temps à Piketon. Et j'arrêtais pas d'entendre parler d'autres homicides qui s'étaient passés dans le comté de Pike. Et je me suis dit, attends. Mais autant de meurtres dans un comté aussi petit? Il doit y avoir quelque chose qu'on ne sait pas et qui vaudrait le coup qu'on enquête. En menant son enquête, Jody a découvert qu'au cours des dernières années, il y avait eu au moins 3 affaires de meurtre en série dans le comté de Pike. Par exemple, l'assassinat de Candace Newson et de sa fille adolescente, Christina. C'était en janvier 2016. Elles ont toutes les deux été exécutées chez elles, à bout portant. Finalement, en 2019, la police a arrêté le voisin des Newson. Ce voisin, Christian Davis, a été formellement accusé par un grand jury, mais il n'a pas encore plaidé, et il n'a pas été reconnu coupable. Mais cette affaire a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et même si personne n'a pu le confirmer, beaucoup de gens disaient que Davis n'avait sûrement pas agi seul, et que son complice était toujours en liberté. La sœur de Candace Newson, Darla, a même fait une déclaration publique. Elle affirme qu'il y a un lien entre ce qui est arrivé à sa sœur et sa nièce et le meurtre des Rodden. D'après elle, tous ces gens traînaient dans les mêmes cercles. Ce qui me frappe dans l'histoire de Candace et Christina, c'est juste le fait que... Enfin, les similitudes. Juste de se dire qu'en plein milieu de la nuit, ces gens ont été abattus pendant leur sommeil. Forcément, on se demande, même avant de savoir quoi que ce soit d'autre, quand on apprend ça alors qu'on enquête sur la famille Rodden, on se dit, bon, c'est bizarre, c'est un quart d'heure de route et c'est exactement la même façon d'opérer. Oui. C'est tellement bizarre, ce genre de crime dans un endroit pareil. Puis, en avril 2016, à peine quelques semaines avant l'assassinat des Rodden, Douglas Hipman et Caroline Ann Tomlinson sont exécutés chez eux, à bout portant. Jody Barr souligne qu'il y a un détail en particulier qui paraît terriblement familier. Un double homicide, 4 enfants épargnés, exactement comme dans l'affaire Rodden.
Je veux dire, encore une fois, c'est frappant comme coïncidence que dans la même zone, il se passe ça le même mois. Le même mois de la même année où les Rodden ont été tués, il y a aussi eu cette affaire. C'est pour ça qu'on a commencé à s'intéresser à ces affaires. Parce qu'on a entendu qu'il y avait d'autres cas de personnes exécutées en pleine nuit, chez eux, à bout portant. Quand on voit le dossier Rodden, et puis toutes ces autres histoires dans un comté qui est tout petit, forcément on se demande, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est pas logique que tout ça, ça se passe au même endroit. Sauf s'il y a un dénominateur commun. J'ai encore du mal à y croire qu'il y ait eu des meurtres comme ça dans un comté aussi petit, avec aussi peu d'habitants. Je veux dire, il n'y a pas de ça dans les grandes villes. Donc forcément, on se demande, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça ? Par chance, la police a pu arrêter les assassins présumés de Douglas et Caroline. Il s'agissait de Charles, l'oncle de Douglas Hipmon, et de son cousin, James Allen. Ils risquent chacun 20 à 50 ans de prison et un alourdissement de peine pour crime capital. Ils ont tous les deux été formellement mis en accusation par un grand jury, mais le procès n'a pas encore eu lieu. D'après les enquêteurs, ces meurtres avaient un rapport avec le trafic de drogue. Dans le cas de Candace et Christina Newson, en revanche, on ne sait pas exactement pourquoi le tueur a agi. Mais hormis la méthode d'exécution, il y a un autre détail qui permet de tracer un lien entre tous ces meurtres. Voici ce que Jody nous a dit. Des fois, il y a des affaires où les types s'en sortent pendant longtemps sans être inquiétés. Pour Candace Newson et son ado Christina, les enquêteurs ont mis 4 ans avant d'arrêter un voisin et un ami de la famille. Ça fait long, 4 ans. Et dans ce cas-là, l'accusé c'est qui ? Le voisin d'à côté ? Et il leur a fallu 4 ans pour monter ce dossier. On est obligé de se demander, est-ce que les gens du comté de Pike ne seraient pas devenus particulièrement doués pour commettre des meurtres sans laisser de traces ? Il y a une autre affaire qui n'est toujours pas résolue. En 2006, Curtis Francis, 34 ans, et Jennifer Burgett, 30 ans, ont tous les deux été assassinés. Curtis Francis et Jennifer Burgett, eux aussi, ont été tués par balle dans leur lit chez eux en pleine nuit. Et quand je regarde les rapports de police sur ces meurtres, je me dis waouh, ça ressemble quand même étrangement à l'affaire Rodden. 2 personnes par balle chez eux en pleine nuit. Et je me suis dit, c'est cette piste-là qu'il faut suivre. Mais personne ne voulait me parler. Impossible de trouver des informations. Tous les mandats étaient sous scellés et personne n'a été arrêté. 10 ans plus tard, il ne reste rien. Et on en est là aujourd'hui, toujours rien. On est dans l'impasse. On n'aura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. C'est terrible, mais il y a encore d'autres histoires comme ça, dont personne n'a parlé. Arrêtons-nous un moment sur l'histoire de Curtis Francis et Jennifer Burgett. Ils ont tous les deux été assassinés dans leur maison conjugale pendant leur sommeil. C'était en 2006. Et ils vivaient à seulement 1/4 d'heure de route des propriétés de la famille Rodden. 1/4 d'heure. Et encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Pour Angie Montgomery, la cousine de Curtis Francis, c'est un souvenir qui reste douloureux et elle n'a jamais pu faire son deuil. Elle s'est ouverte à Jeff. J'étais surpris d'avoir jamais entendu parler de Curtis et Jennifer parce que c'est atroce ce qui s'est passé et on n'a jamais su. Et ça me paraît invraisemblable que dans une communauté aussi petite, ça puisse se produire de nouveau. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que vous me parliez de l'histoire de Curtis et Jenny, que vous me disiez qui ils étaient et tous les détails de l'enquête dont vous pouvez vous souvenir. Curtis, c'était un bosseur, quelqu'un de bien. Il aimait sa famille, il aimait aller à la chasse et à la pêche, tout ça. Toujours prêt à rendre service. Et c'était quelqu'un de très protecteur, c'est comme ça que je le décrirais. Très protecteur avec les gens qu'il aimait. Et Jenny, c'était une brave fille, toujours à s'occuper des autres. Je crois qu'ils avaient juste des mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations dont parle Jenny, c'est un groupe de dealers locaux. La plupart des crimes qui se passent dans le coin, et les vols de voitures et les cambriolages, tout ça, c'est à cause de la drogue. On a un gros problème avec les opiacés et la méthamphétamine par ici. Un gros problème.
Et ça a sûrement joué dans presque tous les meurtres qu'il y a eu depuis au moins 10 ans. Je crois que les gens qui ont tué mon cousin, ils vivaient, il me semble, à 4 ou 5 minutes de chez Curtis et Jenny, c'était des gros trafiquants. Et Curtis leur devait de l'argent, apparemment pour du cannabis. Donc vous pensez savoir qui a fait ça? Oh oui. Je veux pas critiquer, mais ça me paraît assez clair que la police d'ici, ils ont géré n'importe comment l'affaire de Curtis et Jenny. Quand elle parle de la police, Angie fait référence au shérif du comté de Pike et à ses hommes. La même équipe qui a joué un rôle central dans l'enquête sur le massacre de la famille Rodden. En 2016, un plombier a découvert par hasard un puits qui semblait avoir été méticuleusement dissimulé sous une couche de terre et de cailloux. Le puits se trouvait sur une propriété qui, d'après plusieurs témoins oculaires, était le dernier endroit où Curtis Francis avait été vu le soir où il est mort. Le bureau du shérif a été contacté pour mener l'enquête. Les policiers ont fait descendre une caméra dans le puits et ils ont découvert des restes de vêtements brûlés, ainsi qu'une arme à feu. C'était un calibre 30-06 au fond du puits, et le flingue de Curtis avait disparu le soir des meurtres. Et c'est avec une arme comme ça qu'ils ont été tués, un calibre 30-06, tous les deux, Curtis et Jenny. La potentielle arme du crime était donc enfouie dans un puits, à une bonne dizaine de mètres de profondeur. Le shérif et ses hommes ont choisi une méthode assez surprenante pour récupérer l'arme. Ils ont fait venir un camion de pompiers pour envoyer de l'eau dans le puits, pour le remplir jusqu'à ce que l'arme remonte à la surface. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ils ont envoyé l'eau dans le puits, mais en fait, ça a fait exploser le sol en dessous, à cause de la pression. Une lance à incendie, ça fait une pression de dingue. Donc, quand ils ont fait ça, c'est ce qu'ils nous ont raconté après, ça a fissuré le sol, et l'arme a été engloutie. Et ils n'avaient ni les moyens, ni l'équipement pour la récupérer. Donc, à la place, ils ont engagé un gars pour sceller complètement le puits. Et puis c'est tout. Je crois qu'après ce fiasco avec le flingue dans le puits, quand on l'a découvert et comment ils ont géré cette situation, avec potentiellement l'arme du crime, je crois qu'ils ont honte. Et ils peuvent bien. Ils ont pris notre seule chance d'avoir une vraie preuve concrète. Et puis ils l'ont envoyé 6 pieds sous terre, en gros. Et depuis, ils n'ont rien fait. Alors que la police se désintéresse peu à peu de l'affaire, Angie décide de traquer les tueurs elle-même. Ça m'a pris des années et des années. J'ai des piles et des piles et des piles de dossiers où j'ai noté tout ce que j'ai fait. J'ai cherché, j'ai même des noms. Je suis allée parler à des gens. En fait, je vais être honnête avec vous, j'ai essayé de faire ce que la police n'a pas fait. C'est-à-dire parler à des gens, chercher des infos, demander des dates, des horaires, faire parler les gens. Ah tiens, vous avez vu Kurt ce jour-là? Ok. Il était avec qui? Vous avez remarqué quelque chose? Ce genre de truc. Il y a des témoins oculaires. Et j'ai fait de mon mieux pour trouver quelqu'un, n'importe qui voudrait bien m'écouter. Mais j'ai fait chou blanc. J'ai parlé à des policiers ailleurs que dans l'Ohio. Des inspecteurs de la crime à la retraite et tout. Ils ont vu l'affaire et ils m'ont dit que pour eux, c'était juste pas normal qu'on ait arrêté personne. Et pour une ville aussi petite que la nôtre, il y a eu beaucoup de meurtres ici qui n'ont jamais été résolus. C'est ridicule, hein, mais si je dis vraiment ce que je pense, je vais sûrement finir au fond de la rivière. D'après Jody Barr, Angie n'est pas la seule habitante de Piketon à avoir quelque chose à reprocher au shérif et à ses hommes. L'impression que j'ai eue à Piketon, quand j'étais là-bas pour enquêter sur les Rodden, c'est que tout le monde est d'accord parmi les gens à qui j'ai pu parler pour dire qu'il y a un gros problème d'incompétence dans la police. Le bureau du shérif est incapable de mener une enquête à grande échelle sur ces meurtres qui se finissent par une arrestation. Et la personne à la tête de ce bureau n'est autre que Charlie Reader.
On vous a déjà parlé de lui. C'est ce shérif qui jurait qu'il ne reculerait devant rien pour résoudre l'affaire Rodden. J'ai un message pour les tueurs. On trouvera qui vous êtes. Et un jour, on rendra justice à la famille et aux victimes. En écoutant ces conférences de presse, la plupart des gens ont trouvé que la campagne menée par le shérif Reader pour que justice soit faite était absolument admirable. Mais pour les journalistes comme Jeff Winkler, la détermination affichée par Reader ne servait qu'à masquer la manière catastrophique dont il avait géré l'affaire depuis le début. C'était le pire massacre qu'on ait jamais vu dans l'Ohio. Et la police, au début, la police locale, c'était presque drôle de voir à quel point ils étaient incapables de gérer un crime de cette ampleur. Ils étaient juste... Ils n'avaient pas les moyens pour s'en occuper, et ça depuis le départ. Dans leur enquête, ils ont déconné sur plein de choses. Dès qu'ils ont commencé, c'était problème sur problème. Près d'1 mois après la découverte des corps, le shérif Reader a pris une décision. Faire déplacer toutes les preuves, y compris les mobil-homes des Rodden et leurs véhicules, sur un site qui se trouve dans la ville voisine de Waverly. Jody Barr était présent ce jour-là, et il a raconté à Jeff ce qu'il a vu. Donc, je suis sur le site où ils ont stocké ces véhicules, les affaires qu'ils ont récupérées chez les Rodden, les 4 mobil-homes où les meurtres ont eu lieu. C'est un grand bout de terrain avec une barrière autour. Et il y a de tout, des voitures, des quads, des machines agricoles, des tractopelles, des énormes caravanes. Comme je suis reporter et que je sais un peu comment c'est censé se passer le stockage des preuves, je sais qu'avec tout ça à moins de 50 mètres de moi, normalement ça devrait être sécurisé. Il devrait y avoir quelqu'un d'officiel avec une arme de service et un badge. Quelqu'un qui serait chargé de faire respecter la loi et la constitution de l'Ohio. Et qui serait là pour surveiller tout ça. Mais non, il n'y a personne. C'est la plus grande enquête de l'histoire de l'Ohio et il n'y avait personne pour surveiller les preuves? C'était une espèce de parking et personne pour surveiller les preuves. Si tu arrives devant un entrepôt comme ça et que tu vois qu'il n'y a rien entre toi et des centaines de preuves, qu'elles sont juste à portée de main, si tu ne te dis pas qu'il y a un problème, pour moi tu ne fais pas ton boulot correctement. Je sais qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose à creuser. Parce que potentiellement, toutes ces preuves, si elles n'ont pas été surveillées, si la traçabilité ne peut pas être établie, ça pourrait foutre en l'air toute l'enquête. C'est pour ça qu'on les a fait venir. On a ramené Mike Allen, qui était procureur du district d'Hamilton, et on est retourné dans le comté de Pike. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Je veux vous amener dans le comté de Pike. J'ai trouvé quelque chose, je veux rien vous dire en avance. Je veux juste vous emmener à cet entrepôt et vous me donnez votre avis sur ce que vous voyez en tant que procureur. » Voici Mike Allen. Jody a tout de suite saisi le problème. J'y suis allé avec lui et c'est là que j'ai compris, moi aussi. Il y avait quelque chose comme à peu près 30, 40, peut-être même 50 véhicules. Et juste une barrière autour. Je veux dire, même moi, et je suis pas tout jeune, j'aurais pu l'escalader en 10 secondes et récupérer quelque chose dans un de ces véhicules. Ou y mettre quelque chose. Rajouter quelque chose d'incriminant. C'était fait n'importe comment. Je veux dire, n'importe quel policier, la première semaine à l'école de police, ils apprennent que c'est important de garder les preuves intactes et qu'il faut garder cette intégrité tout au long de l'enquête. Je ne sais pas s'ils comptent utiliser quoi que ce soit qui vient de ces voitures, mais si j'étais l'avocat de la défense et qu'il sortait ces preuves-là au procès, je m'en donnerais à cœur joie et je ferais en sorte que les preuves soient déclarées irrecevables, juste parce qu'elles n'ont pas été conservées correctement. Jody a donc commencé à monter un reportage sur cette gestion catastrophique des preuves pour Fox News 19, une chaîne de télé basée à Cincinnati. Peu de temps après, Jody et son équipe ont été approchés par le shérif Charlie Reader, qui leur a fait une offre surprenante. Le bureau du shérif n'a pas souhaité exercer son droit de réponse, mais voici la version de Jody. Il a voulu trouver un accord avec nous pour qu'on dévoile pas cette histoire de preuves. L'idée, c'est qu'il voulait nous donner accès à des infos exclusives pour faire un reportage, les 100 premières heures de Charlie Reader, après le moment où il a appris pour les meurtres, si on disait pas ce qu'on savait.
Et je suis toujours... Je l'ai encore en travers de la gorge. Ça m'a rendu fou à l'époque. Parce que, tu nous prends pour qui, en fait? On passe pas de marché. Mon photographe et moi, on a repris la voiture après et on était là. Mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Ça nous était jamais arrivé. En juin 2019, Charlie Reader a été mis en examen pour 8 crimes et 8 délits. Ces faits ne sont pas en lien avec l'enquête sur l'affaire Rodden. Il a été accusé de trafic d'influence, de vol dans l'exercice de ses fonctions et de falsification de preuves, entre autres activités illégales. D'après les rapports, Reader aurait également volé de l'argent liquide saisi par les stupes pour financer son addiction au jeu. Mais je laisse le journaliste d'investigation James Pilcher vous en dire plus. Ouais, il était accro au jeu et il s'est dit « Tiens, j'ai qu'à utiliser l'argent qu'on a saisi pour ça. » Je vous jure. Dans les coins comme ça, et je vais pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas assez de journalistes pour veiller au grain, hein, mais la police fait ce qu'elle veut. Personne surveille ceux qui sont censés surveiller tout le monde dans ces petites communautés. Et souvent, ça donne des histoires de corruption. Il faut bien sûr signaler que Charlie Reader a plaidé non coupable de tous les faits retenus contre lui. Mais pour Jody Barr, ce n'est jamais qu'un développement de plus dans cette affaire complètement surréaliste. Reader était comme cul et chemise avec Mike DeWine, le gouverneur actuel, qui était procureur général au moment des meurtres. Tous les deux, ils tenaient le public informé de ce qui se passait dans les jours qui ont suivi les meurtres. Donc, ces accusations, on se dit, non, sérieux? Et puis on regarde ce qui lui est reproché et on lit les documents rédigés par le jury et on se dit que forcément, si un jury demande une mise en accusation, c'est qu'il y a eu une enquête. On a rassemblé des preuves. Un procureur a donné son avis. Je veux dire, falsification de preuves, falsification de documents officiels. On parle d'un type qui a été shérif et qui, à un moment, au moment où tout a commencé, était chargé de l'enquête, avant que la police de l'Ohio reprenne les choses en main. Tu te demandes du coup, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Je veux dire, le comté de Pike, c'est un de ces bordels depuis la fin avril 2016. Quand même, au moment où on parle, il y a des gens qui attendent leur procès. Ils risquent la peine de mort pour avoir tué 8 personnes. Et le shérif qui est mis en examen, relevé de ses fonctions. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue ce qui s'est passé en 5 ans par ici. Pourtant, les habitants de Piketon sont divisés sur le cas du shérif Reader. Il fait passer sa ville d'abord. Il essaye d'aider le comté de Pike. Vous écoutez le témoignage de Brittany, une amie de la famille Rodden, au micro de Stephanie Leidecker. Sans lui, sans Charlie Reader, ils auraient même pas pu espérer mettre la main sur les Wagner. Honnêtement, c'est ce que je pense. Comment ça? Parce qu'il a bossé comme un fou pour trouver... Enfin, tout ce qu'il faisait, c'était enquêter sur tout ça. Il faisait juste son travail. Et il a fait du bon boulot par ici, dans le comté de Pike. Il a arrêté les trafiquants de drogue. Et il a quand même fait tout ce qu'il pouvait dans l'affaire des Rodden. Charlie avait juré de tout faire pour que les Rodden obtiennent justice, et pourtant il se fait virer, il n'y a pas si longtemps. Apparemment, il piquait dans le budget de l'affaire Rodden pour aller au casino. Mais sincèrement, j'y crois pas parce que... Je sais pas, j'y crois pas. Ils essayaient juste de trouver des raisons pour le virer. Angie Montgomery, elle, a une toute autre opinion du shérif Reader. Maintenant, il vient dire que s'il joue, c'est à cause de ce qu'il a vu chez les Rodden sur les scènes de crime. Que ça l'aurait tellement traumatisé qu'il dormait plus. Je le connais depuis 30 ans, Charlie. Et il jouait déjà bien avant ça. Et ça, pour moi, ça en dit long sur le personnage. Je vais utiliser la mort de ces 8 personnes pour cacher le fait que je vole l'argent de l'État et que je le perds au jeu. Ça me dégoûte. À mon avis, il se passe un tas de saloperies par ici. Et je crois qu'il ferait tout ce qu'il peut pour pas que ça se sache.
Est-ce qu'il y a de la criminalité ici? Ouais. À cause de la drogue. Est-ce qu'on a un problème de drogue dans le coin? Ouais. Et c'est bien pire qu'il y a 15 ans. Est-ce qu'on se sent en sécurité? J'ai plus peur de la police que des gens qui ont tué mon cousin. On a peur de parler. Alors qu'en réalité, ouais, il y a des tas de secrets. Dès qu'on commence à mettre le nez dedans, j'ai parlé à 200 ou 300 personnes ces 2 dernières années. On m'a raconté des sales histoires, et ça, ouais, ça te met le nez dedans. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Mais nom de Dieu, ça se voit, qu'un truc tourne pas rond. Le comté de Pike, c'est magnifique. C'est un coin magnifique. On est des fermiers, des gens comme il faut. Mais il y a pas mal de gens louches. Et la plupart, ils sont à des postes importants. En tout cas, l'intégrité du shérif Reader est remise en question. Est-ce que ça change quelque chose aux charges contre les Wagner? Voici l'éclairage de Jeff Winkler. Les charges contre Reader, tous ces crimes, tous ces délits, la corruption et les magouilles financières, ouais, j'imagine que ça va changer pas mal de choses. En fait, le procureur qui gérait la région de Piketon vient de démissionner lui aussi. Forcément, on se pose des questions sur tout ce qui s'est passé au début. Toutes ces accusations et puis ces démissions. Je pense qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire de sitôt. Chaque réponse qu'on croit trouver sur ce qui est arrivé au Rodden finit en fait par soulever 2 fois plus de questions. Donc, au milieu de toutes ces autres affaires, comment est-ce que les autorités peuvent être sûres que les Wagner sont les coupables? La police a reçu plus de 1100 témoignages. Ils ont mené 500 interrogatoires, analysé plus de 700 preuves. Il y a plus de 200 mandats qui ont été déposés. C'était une énorme enquête. Quand on lit les chefs d'accusation, ils retracent les faits et gestes des Wagner jusqu'à des mois avant les meurtres. Ça leur aurait pris 4 mois pour planifier le coup. Je veux dire, si c'était tous les jours pendant 4 mois, c'est un travail à plein temps. C'était le 5e épisode du Massacre de Piketon. Un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son par Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Blanche Leleu, Sylvain Sounier, Sophie Fogarassi, Quentin Gouverneur, Cécilia Anseux, Marc Segala et Odja Lorca.